Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, alors le bouquin est sorti il y a à peu près 1 an, mais il est toujours disponible. Voilà. Alors en effet, pensée globale, et si on parle de polykrise, je pense on peut assez facilement revenir sur des événements récents, en fait, pour parler de polykrise et pour l'illustrer. Pensons par exemple à, il y a un peu plus de 2 ans, quand la Russie lance son invasion en Ukraine. Elle déclenche en fait une série de réactions en chaîne à travers le monde qui illustrent très clairement les interconnexions, les interdépendances de notre monde global. 1 mois plus tard, le secteur agricole ukrainien, pilier de l'économie du pays, mais aussi fournisseur de beaucoup de pays, dont il du coup, détient un peu la sécurité alimentaire d'une certaine manière, se trouve paralysé. Le blocus du port de la mer Noire par la Russie fait que les bateaux ne peuvent pas partir. C'est pas tant qu'il n'y a pas de grains dans les silos, au contraire, ils sont pleins, mais ils ne peuvent pas partir. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Évidemment, ça perturbe les flux commerciaux internationaux. Et 1 mois plus tard, cette rupture dans la chaîne d'approvisionnement a des répercussions immédiates sur pas mal de pays. On peut citer par exemple l'Égypte, qui dépend à 80% de l'approvisionnement en blé, à la fois de l'Ukraine et de la Russie. Donc pour eux, c'est vraiment assez catastrophique en termes de stabilité alimentaire. Quelques mois plus tard, c'est le secteur énergétique qui est en question, comme vous le savez, c'est du rappel, mais bon, la mémoire est courte parfois. Donc le secteur énergétique européen se trouve en difficulté tout simplement à cause de problèmes d'approvisionnement du gaz russe. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? C'est qu'on va négocier le GNL, le gaz de schiste américain, pour pouvoir être approvisionné tout simplement auprès de nos alliés. Qu'est-ce qui passe à la trappe en même temps à ce moment-là? C'est ce qui commençait à émerger un petit peu en Europe. Alors là, j'en parle parce qu'on est quand même face à une assistance qui connaît bien les sujets du numérique. Vous avez forcément entendu parler de Schrems 2, qui était une opportunité, une occasion à ne pas manquer, en quelque sorte, de protéger l'extraterritorialité des données des Européens. Bien que la réglementation européenne, elle est intéressante, il n'y a pas de problème, mais ne protège pas réellement les données des Européens, soyons clairs et nets. Cette remise en question posait clairement la question, qui était là depuis 13 ans déjà, mais au moins on avait une reconnaissance que là il n'y avait pas de protection à travers le Privacy Shield des données des Européens. Mais qu'est-ce que vous choisissez quand vous vous retrouvez dans une situation où vous devez négocier avec les États-Unis pour obtenir des accords, disons, favorables pour le gaz de schiste? L'énergie ou les données des Européens, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc Schrems 2, on l'a mis pour plus tard et on a négocié un autre texte sur les données pour pouvoir continuer à travailler main dans la main dans un contexte de crise. Donc on voit que la polykrise, c'est ça, c'est un enchaînement des crises. 2 mois plus tard, l'impact se propage encore un peu au-delà des frontières européennes, dans des pays comme le Nigeria, par exemple, qui se retrouve avec une inflation galopante, une catastrophe totale pour l'économie locale. Je cite le Nigeria, mais ce n'est pas le seul pays à avoir subi, bien sûr, derrière ces problématiques. Et enfin, en octobre 2022, on se souvient, nous, un peu plus proche de nous, de l'impact sur certains secteurs comme l'automobile de la pénurie des semi-conducteurs. Évidemment, l'Ukraine, fournisseur clé de néons, notamment pour la fabrication des puces chez les acteurs américains, mais comme on est très dépendant des acteurs américains, forcément, ça a eu un impact aussi sur nos industries. Crise après crise, on se rend compte que les interconnexions et certaines caractéristiques de notre monde global fait que quand on se retrouve avec une crise à un endroit clé et un contexte géopolitique tendu entre plusieurs blocs, forcément, on va employer, chaque bloc va employer à son avantage les dépendances qu'il a construites pendant des années auprès de ses alliés et non-alliés, pour tout simplement avoir des capacités de négociation complémentaires. Alors est-ce que c'est récent, est-ce que c'est nouveau totalement ce concept de polykrise? Oui et non. Dans les années 30, on peut quand même dire que le krach boursier, 1929, ça avait causé en effet une crise mondiale qui avait causé une des crises économiques, sociales, partout dans le monde. Donc quelque part, c'était devenu une crise sociale, etc. Bon. Et puis par ailleurs, ça avait mené aussi à des crises politiques. Souvenons-nous que la crise 1929 a quand même mené à la montée des nationalismes en Europe et à la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, ça a quand même fait le nid du nationalisme et du nazisme en Allemagne, donc c'est pas rien. Les crises en général nous poussent à nous refermer sur nous-mêmes, on y reviendra. Mais il y a plusieurs facteurs qui accentuent le cumul des crises aujourd'hui. On est arrivé à l'aboutissement de la globalisation, en fait. Dans les années 30, 70, même 2008, on était encore en chemin vers ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans une intrication industrielle, économique, qui fait que ça devient forcément interdépendant. Et puis, du coup, les crises ne sont plus seulement à l'échelle locale, régionale, évidemment. Du coup, ça passe du global au régional, au local. Ça va être multi-échelle. L'interconnexion de toutes les industries et surtout de l'économie de marché, en fait, fait que, du coup, une crise économique va toucher grosso modo tous les secteurs, petit à petit, exacerber les différentes crises, qu'elles soient énergétiques, économiques, sociales et politiques. Et puis, il y a par ailleurs un phénomène d'accélération et d'ampleur des crises actuelles dû au fait que on a aussi bêtement une densité de population mondiale et une complexité des systèmes économiques beaucoup plus grande qu'auparavant. Donc c'est bêtement et mathématiquement, l'interdépendance de nos systèmes entraîne ces répercussions en cascade qui mènent à la polycrise. Et je ne parle même pas de la crise climatique, bien sûr. C'est encore un autre, on pourra passer 1 heure là-dessus si vous voulez une prochaine fois. Mais dans ces contextes de polycrise, qui s'en sort le mieux en termes d'acteurs Eh bien ceux qui disposent en fait des meilleurs leviers de négociation, bêtement. Et si l'argent est l'ultime contrat social qui définit le périmètre d'action des acteurs internationaux, que ce soit des entreprises ou des États, etc., la capacité à négocier, alors tout à l'heure on parlait de la capacité à analyser, ou je ne sais plus quel est le terme qui a été utilisé par M. Laroche, mais c'était intéressant, et à s'adapter en fait rapidement, deviennent des atouts cruciaux pour traverser ces turbulences-là. Et en fait, c'est assez triste d'ailleurs, parce que finalement, nous ne connaissons que les rapports de force, et que ce soit les individus, les entreprises, les États, ce qui va les aider à s'en sortir de ces situations-là, c'est leur capacité à contrôler et à influencer les ressources, domaines stratégiques, et à influencer les autres. C'est triste, mais nous, êtres humains, ne sommes pas suffisamment sages et matures pour fonctionner différemment que sur le rapport de force, en fait. Et d'ailleurs, il faut, je pense, quand même rappeler sans cesse que notre mode de vie moderne fonctionne d'ailleurs là-dessus, sur une réalité assez cruelle, celle de l'exploitation d'autrui et des ressources d'autrui à notre avantage. Il faut juste en être conscient. En fait, nous avons aboli l'esclavage et le travail des enfants chez nous, mais pas ailleurs, par exemple. Enfin, voilà, soyons quand même, retombons un petit peu de notre piédestal de temps en temps. Donc, on peut se dire tout de même que finalement, la majorité d'entre nous vont privilégier leurs propres intérêts sur celui des autres de manière récurrente. Et alors, en situation de crise, c'est encore pire. Ça part dans tous les sens. Alors oui, dans un moment de crise, l'impression de destin commun renforce l'identification au groupe. Mais alors à quel groupe ? Au groupe de l'humain, de l'humanité ? Non, généralement pas. En fait, on a plutôt tendance à s'identifier au groupe, au nôtre, en fait, le groupe le plus proche, le groupe de nos proches, de notre collectif, éventuellement de notre entreprise et encore plus de notre société, parce que c'est quand même par cela, en fait, que notre État, notre correspondant disons en termes internationaux, peut agir. Donc à ce moment-là, on va aussi se rapprocher de la nation, de l'idée de nation, ce qui mène parfois à des petits débordements vers le nationalisme. C'est ce qui a entraîné en effet la montée du nazisme, mais c'est ce qui entraîne aussi aujourd'hui, ces phénomènes de polycrise, la montée des nationalismes, un peu partout. Alors se pose la question de la confiance. On parle beaucoup de confiance. Il faut un numérique de confiance, un cloud de confiance, des contrats de confiance, bon, tout ce que vous voulez. La question de la confiance. Dans un monde idéal, la confiance serait le ciment qui nous permettrait de surmonter collectivement les crises. Oui. Cependant, on sait bien, la réalité est souvent bien différente, surtout en période de polycrise, où tout semble nous échapper, car effectivement, les causes des phénomènes qui nous atteignent sont hors de notre contrôle. Donc la confiance, tant vantée comme pilier de coopération internationale et des relations d'affaires, se révèle trop souvent fragile et éphémère face aux intérêts personnels et nationaux. En contexte de crise, on va donc se privilégier avant tout. On peut prendre évidemment l'exemple de la pandémie de Covid-19, si certains sont encore un petit peu sceptiques sur le fait de non, mais on peut quand même faire confiance à nos alliés et nos partenaires. Bon, au début de la crise, on a beaucoup parlé de solidarité mondiale,
Mais assez rapidement, on a assisté à une course au vaccin où les pays riches ont accaparé les stocks, se sont battus un peu entre eux d'ailleurs, hein, où finalement, laissant les nations moins favorisées démunies, la confiance en un système de distribution équitable s'est effondrée face à la réalité du chacun pour soi, et finalement ce sont les entreprises privées qui sont sorties grands gagnants de l'affaire, que ce soit les big pharma ou les big tech, qui en général profitent des crises, ces grandes entreprises. Là c'est la big pharma, la big tech, mais en général les crises sont bonnes pour les grandes entreprises. Elles vont pouvoir asseoir leur empire sur quoi? Sur le sauvetage par les États. Les crises modernes nous le montrent. En général, qui sauve des crises? Les États, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir monétaire, avant toute chose. Donc la création monétaire, c'est un outil quand même assez utilisé, la politique monétaire. Que ce soit dans les années 30, 70, c'est plutôt une politique monétaire, ou dans les années 2018, où là on sauve carrément les banques, le sauvetage massif du secteur bancaire en 2008, voilà. En général, on va aller taper à la porte des États quand il y a des crises, évidemment. Donc tout ça pour dire quoi? Cette réalité nous oblige à penser notre approche de la confiance, déjà, premièrement. Tout n'est pas perdu, je veux dire, hein. C'est extrêmement noir ce que je vous dis là. Alors on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas faire confiance à son voisin, mais alors on fait quoi? Bon. Alors déjà, premièrement, je pense qu'il faut utiliser la confiance comme un outil. Ne pas la considérer comme acquise, mais la considérer comme un atout stratégique. Et d'ailleurs, on n'en est pas loin, c'est souvent une approche très marketing, hein, la confiance. Hein. La vraie confiance ne se trouve pas sur la publicité. Voilà. Mais surtout, il faut faire de la dentelle. Et là, on se rapproche du sujet du numérique. Tout à l'heure, je vous ai dit, on choisit quoi? L'énergie ou les données des Européens? Bon, il est évident qu'il faut penser global en termes aussi sectoriels. L'idée n'est pas seulement de rester sur le numérique. Et d'ailleurs, le numérique touchant à beaucoup de secteurs, il va falloir faire de la dentelle et aller voir au niveau sectoriel. Donc, moi j'ai tendance à dire, déjà la première chose à faire, c'est de faire une cartographie des dépendances. Voilà. Bon, c'est basique hein, comme outil, mais en réalité, on n'en a pas. Hein. Je veux dire, que ce soit en termes... Les entreprises, certaines vont le faire, hein, dans certains cas, mais en termes d'entreprise ou en termes d'État même, on n'a pas de réelle cartographie des dépendances fine sur la situation du numérique. Donc déjà, il faudrait pouvoir voir réellement nos dépendances critiques, et ensuite, c'est en termes organisationnels, il y a plusieurs stratégies à faire. Diversification des chaînes d'approvisionnement, évidemment, c'est souvent le premier réflexe. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est évident. Aller vers les alternatives. Pousser les alternatives avec une approche un peu de colbertisme industriel, c'est-à-dire accompagner en fait des acteurs sur des années, même si ça prend 10 ans, même si ça prend 15 ans. Voilà. Je pense que parfois il faut aussi arrêter d'aller chercher vers les très grands, ceux qui ont des très grands catalogues. Il vaut mieux aller vers les petits spécialistes. Et puis alors, il y a quelque chose qu'on oublie dans le numérique. En Europe, on a toujours eu tendance à se dire que ce qu'il faudrait, c'est réellement... Alors, je crois que je dépasse de 3 minutes déjà, donc je vais faire un petit peu court. Je viens de remarquer, en fait, qu'il y avait un minuteur, là. Je vais faire attention. Mais oui, alors, en général, en Europe, on a tendance à penser qu'il faut des géants européens comme du Airbus. Sauf que en fait, l'astronautique, c'est pas la même chose que le numérique. Le numérique, en fait, le numérique n'est pas une industrie similaire à ce qu'on peut faire avec du Airbus. Au contraire, l'avantage du numérique, c'est le maillage potentiellement territorial. On parle de décentralisation, on pourrait tout à fait avoir un maillage d'entreprises au niveau européen qui nous permettrait de capitaliser sur des structures plus petites que des multinationales, justement, et de fonctionner sur des bases, sur des socles technologiques communs qui, pour autant, seraient des modèles vendus, commercialisés, en fait. Le socle technologique commun ne conditionne pas derrière l'incapacité de le vendre et d'en vivre, en fait. On n'a pas su faire ça, mais faisons-le, en fait. Faisons un socle commun avec des entités territoriales. Ce serait très intéressant de le faire, plutôt que d'avoir des entreprises qui essayent de vendre et d'améliorer dans leur coin leurs solutions par-ci par-là. Pour ça, il faut quand même un chef d'orchestre. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On n'a pas de chef d'orchestre. Et au-delà de ça, évidemment, je pense qu'il y a aussi une approche du numérique qu'il faut avoir. Ce n'est pas un accessoire. Ce n'est pas un accessoire, et il faut savoir protéger des secteurs clés. Des secteurs clés qui parfois n'ont pas à être rentables. La santé n'a pas à être rentable. L'éducation n'a pas à être rentable. Il y a des sujets comme ça, en fait, qu'il faudrait tout simplement protéger
et ne pas avoir en fait à rendre rentable. Ça concerne tout évidemment, mais ça concerne aussi le numérique. Protéger les données de santé, chose qu'on n'a pas vraiment réussi à faire pour le moment, hein. On a pourtant pas mal de textes, on a beaucoup discuté en termes de régulation, mais c'est pas ça, du tout, du tout, du tout. Et à l'école, je n'en parle pas sur les dépendances numériques. Je pense que là, ça fait depuis longtemps qu'on est un peu... voilà. Et dans vos différentes industries, c'est pareil. Je pense qu'il y a une question à poser sur la criticité des données, en effet, que vous exploitez. D'autant plus si vous ajoutez des couches de chat des GPT par-dessus. S'il vous plaît, ne le faites pas de manière trop rapide et non réfléchie. Donc la gestion des dépendances, c'est vraiment ça. Ça ne viendra pas seulement de la régulation, parce que ça prendra un certain temps, ça ne viendra pas seulement de l'État, ça viendra de chacun d'entre nous, notre capacité à penser les dépendances et en fait à remplacer ces dépendances par quelque chose que vous maîtrisez en interne et que vous accompagnez sur le long terme.